Bienvenue dans ce numéro de e-Talk dont l'invité est M. Paul-Harry Etnard, directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional exécutif de cette banque pour la zone UEMOA. Bonjour. Bonjour Louis. C'est un plaisir de vous recevoir et j'aimerais commencer par un sujet qui intéresse tout le monde, c'est comment est-ce que votre banque accompagne à la fois ses clients, privés comme État, dans cette situation de crise liée au coronavirus? Il faut d'abord comprendre que la situation de crise que nous avons est unique. C'est quelque chose que nous n'avons pas connu sur les 100 dernières années. Et cette crise a complètement révolutionné ce que nous connaissions de nos réalités bancaires et de ce que nos clients pensaient aussi. Et donc nous avons dû nous adapter à travers l'Afrique, nous adapter à travers les relations que nous avons avec les gouvernements et surtout nous adapter au niveau des produits et des services que nous offrons à nos clients. Donc ça a été un gros travail chez nous pour essayer de nous adapter à cette crise, aussi bien au niveau de nos produits qu'au niveau de la manière même dont nous fonctionnons à l'intérieur de l'entreprise. La banque se veut une banque panafricaine, c'est d'ailleurs son slogan, si je ne me trompe pas. Est-ce que la réponse que vous apportez est une réponse panafricaine ou alors s'agit-il de réponses adaptées pour chacun des pays concernés et chacun des environnements? On réfléchit toujours au panafricain. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est les 33 pays où nous sommes présents, et c'est d'essayer d'offrir les mêmes services financiers aux entreprises, aux États et aux clients qui sont à l'intérieur de ces 33 pays. Donc, par exemple, dans les produits et services que nous avons proposés, exemple, transférer de l'argent d'un endroit à un autre, ou offrir des services gratuits au niveau des paiements. On a un service, par exemple, qui s'appelle le service Ecobank Pay, ou le service qui s'appelle Cash Express. Avec cela, on a essayé de donner ces services de manière gratuite pour permettre à quelqu'un qui est à Kinshasa de pouvoir envoyer de l'argent, par exemple, à Kigali, sans frais. D'accord. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui a changé dans votre offre initiale par rapport à cette crise? Que ce soit par rapport, encore une fois, aux États ou par rapport aux individus, aux privés, qu'est-ce qui a très concrètement été modifié dans votre approche relationnelle vis-à-vis de vos clients? Je pense qu'il y a deux sujets qui ont été posés sur la table avec la crise de la Covid. Le premier sujet, c'est le financement des petites et moyennes entreprises. Et le deuxième sujet, c'est les offres digitales. Sur le financement des petites et moyennes entreprises, la crise a démontré qu'il ne fallait pas uniquement regarder les grandes entreprises, parce qu'elles pouvaient avoir des contingences sur lesquelles on n'avait aucune maîtrise, mais qu'il fallait plutôt regarder les entreprises qui étaient des entreprises locales. Donc il faut maintenant trouver la solution, craquer le code, qui va permettre à toutes les banques de pouvoir financer les PME dans un environnement qui est un environnement nouveau, un environnement économique, on reviendra dessus, où les solutions vont être de plus en plus endogènes, de plus en plus locales, de plus en plus régionales et de moins en moins internationales. La deuxième idée qui est venue et qui a été mise sur la table, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter les offres digitales par rapport aux clients particuliers, aux entreprises et aux États. Dans le passé, nous avions beaucoup d'entreprises qui n'étaient même pas intéressées à discuter des solutions digitales avec nous. Exemple, ils veulent envoyer de l'argent à leurs clients, ils vont vouloir le faire uniquement par des chèques, alors qu'en réalité, ils pouvaient envoyer cet argent-là à travers des canaux qui sont des plateformes de paiement. Donc avec la crise de la Covid, on a vu beaucoup de clients qui n'étaient pas intéressés par ces plateformes de paiement dans le passé, qui aujourd'hui ont démontré un vrai intérêt. Quand vous parlez de la relation aux entreprises et surtout aux PME, cela m'intéresse au plus haut point parce que le reproche le plus récurrent qui est fait aux banques sur le continent africain et notamment dans la partie francophone, dont l'UEMOA fait partie, c'est qu'elles ne prêtent pas beaucoup aux pauvres, elles ne prêtent pas assez aux petites et moyennes entreprises. Vous partez donc de très loin. Est-ce que vous avez réussi à améliorer votre capital d'investissement dans ces entreprises qui sont relativement fragiles, mais qui visent à avoir une assise financière leur permettant de réaliser leurs ambitions? C'est un vrai sujet de préoccupation, aussi bien pour la banque, Ecobank, que pour moi personnellement, parce que, évidemment, quand on pose le diagnostic, on se rend très bien compte que l'Afrique ne peut jamais se développer si on ne règle pas le sujet du secteur informel et des PME. Donc, il nous appartient tous de pouvoir trouver une solution à ce problème. Et je pense qu'au niveau des banques, la question qui se pose en réalité est comment est-ce qu'on peut développer une offre qui soit adaptée à ces PME. Et moi, j'ai envie de poser le problème de manière très pragmatique. Pour pouvoir apporter un financement aux PME, il faut que ces PME soient prêtes d'abord. Donc ça veut dire qu'il faut former les entrepreneurs à ce qu'ils deviennent de vrais gestionnaires.
Et donc ce sujet-là, c'est un sujet qu'on a pris à cœur. C'est pour ça qu'on a développé avec le NEPAD une académie panafricaine qui va permettre à des PME de se former sur des métiers de gestion. Donc le NEPAD, c'est l'agence de l'Union africaine qui s'occupe du financement du développement. Exactement. Okay. C'est l'agence d'exécution de l'Union africaine. Ouais. Donc on a eu cette relation avec eux, on a créé donc une académie et cette académie est panafricaine. Lorsqu'on aura formé les PME, elles pourront se présenter à des banques dans un meilleur état pour se faire financer. Lorsqu'elles seront présentées à des banques, il faut maintenant trouver ce qu'on appelle des garanties qui pourront donner un niveau de confort à ces banques-là pour pouvoir les former. La troisième étape après cela, c'est de nous assurer que ces PME puissent avoir accès à des marchés. Et c'est pour ça que nous croyons de manière assez forte qu'il faut absolument qu'on puisse avoir un quota de marché d'État aux PME pour leur assurer un niveau de stabilité au niveau des revenus. En faisant cela, nous nous assurons que nous avons des PME bien formées, des PME qui présentent des projets solides, des PME qui ont accès à des marchés publics. Et je pense que si on suit cette chaîne-là, on va vraiment développer. S'il y a un seul point qui est important que j'aimerais rajouter, c'est le fait qu'il faut, de manière résolue, réfléchir à la fiscalisation des PME. Je pense que c'est une manière aussi de les formaliser. Et là, on sortirait de l'informel pour le coup. Mais il faut les inciter à se formaliser. Quand on parle aux PME, la première réponse qu'ils vous donnent, je n'ai aucune raison de me formaliser parce qu'à partir du moment où je me formalise, je vais commencer à payer des impôts. C'est l'argument qu'ils donnent. Oui. Donc, il faut les inciter à se formaliser. Et pour les inciter à se formaliser, il y a plusieurs idées qui ont été développées par plusieurs pays. Par exemple, on peut avoir des crédits d'impôt, qui fait que vous vous formalisez, vous avez accès à des financements bancaires et en plus, vous ne payez pas d'impôts. Donc voilà un argument, à mon avis, qui peut toucher les PME et qui peut leur permettre de devenir de plus en plus formelles. Est-ce que l'idée d'apporter des aides aux entreprises qui ont été victimes de la crise de coronavirus n'a pas poussé beaucoup de ces entreprises-là, justement, à ne plus être réfractaires à l'idée de se formaliser? Je pense que c'est une partie de l'analyse. Si on la poursuit, en réalité, ce que je pense qu'on aurait dû faire, vous savez, la crise de 2008... La crise des subprimes. Oui, les banques étaient le problème. Oui. Nous étions le problème. La crise de 2020, les banques sont la solution. Parce que c'est à travers nous qu'on a essayé d'injecter des liquidités pour continuer à supporter l'économie. Donc je pense que si on pousse l'analyse un peu plus, il faudrait donner plus de ressources aux banques, en plus des ressources directes que les États ont données. Il aurait fallu donner plus de ressources aux banques pour qu'elles puissent prêter de plus en plus aux PME. Et il y a des pays qui l'ont fait, le Maroc, qui l'a très bien fait. On a vu les impacts en termes de développement des PME. Mais cela signifie aussi que, comme en 2008, il faudra faire la part des choses entre les banques d'investissement, les banques de détail et toutes les autres banques. Toutes les banques ne peuvent pas avoir toutes ces activités et les mener de front. Est-ce que vous le faites, par exemple, à EcoBank? Oui, on le fait, parce que nous, on est une banque universelle. En réalité, en Afrique, le problème ne se pose pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banques d'investissement. 90% des banques africaines sont des banques universelles. Ce qui veut dire qu'elles offrent des services aussi bien à des particuliers, à des PME ou à des États et des grandes entreprises. Donc je pense que le sujet ne se pose pas sur les banques africaines. Les banques africaines, à mon avis, sont assez bien structurées pour répondre au sujet des PME. En revanche, il faut passer à travers les 3 étapes que j'ai déclinées plus tôt. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une appétence pour les gens à se formaliser, même si par moment, l'État ne paye pas toujours sa dette intérieure? C'est-à-dire, ils ont le marché. Gagner un marché, la plupart du temps, ils y arrivent, d'une manière ou d'une autre, mais c'est rentrer dans ses frais une fois qu'on a exécuté le marché qui pose un problème. Ce que moi je ressens, c'est qu'il y a un vrai besoin, une vraie envie des PME d'avoir accès à du financement, qui existe, vous allez me dire, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, on ressent qu'elles sont prêtes à faire des efforts pour avoir accès à du financement. Plus personne n'est intéressé par avoir du financement informel, du financement usurier, plus personne, ça ne les intéresse plus. Elles sont prêtes à se formaliser, à proposer des projets qui sont bancables pour pouvoir avoir accès à du financement. Mais il faut suivre, à mon avis, un processus et je crois beaucoup à ce processus. Mais qu'est-ce qui fait donc que, malgré cette volonté, malgré ces idées, les entreprises et les particuliers continuent d'aller se fournir auprès des banques qui font du microcrédit et non pas des banques universelles comme les vôtres?
C'est un bon point et je pense qu'en réalité, on peut trouver des raisons structurelles, mais j'aimerais me focaliser, à mon avis, sur les solutions. Oui. Okay? Le diagnostic est posé, il n'est pas bon. Les solutions. La première solution, à mon avis, c'est que pour répondre aux besoins de financement en Afrique, en réalité, ce dont on a besoin, c'est une chaîne de financement qui regroupe les banques universelles, les microcrédits, et vous allez être étonné, les opérateurs télécoms. Pourquoi? Qui sont dans la banque aussi maintenant. Qui rentrent aussi dans la banque, Oui. okay, et qui vont commencer à comprendre le métier de la banque. Les opérateurs télécoms, et je commence par les derniers, ont un avantage parce qu'ils ont accès à une masse de clients plus important que les banques. Les microcrédits ont leur rôle à jouer parce qu'ils sont présents sur des territoires sur lesquels les banques ne sont pas, dans les villages, dans les milieux ruraux. Les banques sont nécessaires parce qu'elles ont un impact beaucoup plus important à cause de leur taille. Imaginons une seconde qu'on arrive à créer cette chaîne de financement. Je pense qu'on pourrait définitivement répondre à tous les besoins financiers jusqu'au dernier client. Je donne un exemple. L'agricultrice au nord de la Côte d'Ivoire qui a besoin d'un crédit de 50 000 sur une plantation de tomates, ce crédit aujourd'hui pour une banque, c'est extrêmement difficile d'aller identifier ce client et c'est extrêmement difficile de donner ce crédit. Si on a cette chaîne-là, la banque peut passer par un microcrédit qui passera par un opérateur téléphonique et cet opérateur téléphonique donnerait l'argent en mobile money à cette cliente. C'est dans cet esprit, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup lorsqu'on me parle de bancarisation pour dire que le sujet de la bancarisation est un sujet qui est derrière nous. Le vrai sujet, c'est le sujet de l'inclusion financière. Et c'est en créant cette chaîne qu'on peut régler le sujet de l'inclusion financière. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un intérêt pour chacune des entités que vous avez évoquées à travailler seul dans son couloir plutôt qu'à s'associer? Parce que si je prends, par exemple, l'entreprise de téléphonie mobile, elle n'a pas besoin de faire de crédit, elle travaille avec du cash. Vous déposez de l'argent, vous pouvez le retirer. Vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus rien faire. C'est comme si vous aviez une carte de débit et tout s'arrête là. Vous prenez le microcrédit, il a un public qui est un public presque de niche. Et vous avez un fonctionnement qui est encore différent. Alors, comment on fait pour associer trois entités aux ambitions différentes, aux publics différents et aux attentes également en termes de fourniture de services? Louis, il faut croire en l'impossible. Il faut croire en l'impossible. Et quand est-ce que l'impossible peut devenir possible dans le cadre est en route. L'impossible a été vu dans certains pays où on a vu des opérateurs télécoms et des banques se lier pour apporter de crédit. L'impossible a été vu en Chine avec des entreprises qui étaient dans la technologie qui aujourd'hui donnent du crédit. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Parce que la différence entre les pays européens, les pays asiatiques et les pays africains, et je mets les pays asiatiques et les pays africains ensemble, c'est le fait que les besoins sont immenses. Nous partons d'un niveau qui est relativement bas. Aujourd'hui, le digital nous offre un avantage compétitif ultime. Je rappelle le sujet sur les télécoms. Il y a 25-30 ans, les gens nous disaient on n'aura jamais de télécommunications en Afrique, de télécommunications mobiles en Afrique, parce qu'il fallait faire d'abord le filaire et par la suite arriver au mobile. C'était une erreur. On est passé directement au mobile. De cette même manière, je suis persuadé que l'avenir pour nous, c'est que les gens qui ont un téléphone puissent avoir du crédit à partir de leur téléphone. Et c'est dans ce sens, à mon avis, qu'il faut réfléchir. Et si je devais vous demander un pronostic, on n'est pas là pour faire de la prospective forcément ou faire de la prospective à peu de frais, mais dans combien de temps est-ce qu'on pourrait arriver à cette inclusion via l'alliance entre les trois opérateurs, téléphonie mobile, microcrédit et banque? À mon avis, c'est du court terme. À mon avis, on est dans un horizon de 1 à 3 ans. Sur certains marchés, cette offre existe déjà. Quand vous allez dans un pays comme le Ghana, aujourd'hui, vous avez des opérateurs téléphoniques alliés à des banques qui offrent du crédit sur le téléphone. Très bien. Nous allons marquer une petite pause après cette première partie. Et dans la deuxième partie, nous parlerons d'un sujet concernant les diasporas, leur transfert de fonds, la capacité de participer au développement des pays africains. C'est dans quelques instants. Merci bien. À tout de suite. Ils vivent hors du territoire de leur pays d'origine, mais gardent un lien étroit
avec leurs proches, entre autres via les transferts d'argent. Il s'agit des femmes et des hommes de la diaspora. Cette contribution à distance fait d'eux un réel vecteur de développement pour les États. Je crois que c'est un premier ministre indien qui disait qu'il préférait la fuite des cerveaux que le gaspillage des cerveaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens que nous formons à l'intérieur ici. S'ils restaient sur place, ils n'allaient pas pouvoir exercer leur métier parce que les mesures accompagnatrices ne sont pas disponibles et n'allaient pas produire. Mais quand ils vont à l'étranger avec d'autres capitaux qui sont disponibles, ils produisent mieux. Et ils produisent tellement mieux qu'ils peuvent consommer sur place, mais envoyer une partie de ce qu'ils gagnent là-bas dans leur pays pour développer leur pays, aider leurs parents ou constituer leur retraite. Ce qu'on appelle le fonds des migrants, ça fait une ressource importante. Où les gens disaient qu'en 2019, par exemple, le fonds des migrants dépasse largement les investissements directs étrangers et puis l'aide publique au développement. Si le transfert d'argent via les banques est resté longtemps le seul élément d'appréciation des relations entre diaspora et leur terre d'origine, de nouveaux moyens existent désormais pour toucher du doigt cette réalité. Avec notre téléphone portable, on peut envoyer de l'argent en une fraction de seconde. Et l'intéressé peut recevoir de l'argent aussitôt que c'est envoyé. Vous voyez? Et puis là, ça limite des gestes inutiles à la banque, des pertes de temps, et tout le monde est satisfait, je crois. Hein? Si tu veux faire un retrait, par exemple, à la banque, il faut faire un très long rang. Tu peux aller à la banque aujourd'hui à 6 h du matin juste pour avoir la première place, mais tu viens, tu as déjà peut-être 20 personnes devant toi, et la banque ouvre souvent à 8 h. Il y a assez d'agences de mobile money, mais par contre, pour les banques, c'est restreint. Il n'y a pas assez de banques, en fait. En Afrique, le rôle des diasporas semble capital pour l'économie des États. On note quelques éléments d'appréciation de leur capacité à participer au développement de leur pays d'origine. Une grande capacité. Maintenant, comme je l'ai dit, l'accueil, les institutions d'accueil, les institutions dans lesquelles ils vont investir. Par exemple, il y a des expériences, par exemple, il y a des gens qui sont de la diaspora, ils disent je vais acheter un terrain ici, je vais construire une maison, et ils passent par des amis qui les escroquent. Donc, en organisant des institutions crédibles, des institutions immobilières qui sont formelles et qui peuvent être contrôlées par l'État, là, ça peut drainer des fonds de façon très crédible. En Europe, la France à elle seule abrite près de 50% de la diaspora africaine. La capacité de cette diaspora à accompagner le décollage du continent noir pourrait être un levier en matière d'intégration économique en Afrique. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de e-Talk, dont l'invité principal et le seul invité est M. Paul-Harry Ettner. Il est directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional exécutif de cette banque également pour la zone UEMOA en Afrique de l'Ouest. Dans la première partie, quand nous terminions la première partie, j'annonçais que nous parlerions de la diaspora, de sa contribution au développement et de tout ce qui se dit sur les transferts de fonds de migrants. C'est un sujet que vous avez d'abord observé de loin, puisque vous ne participiez pas beaucoup à ces transferts. C'est vrai. Mais aujourd'hui, il devient un vrai enjeu pour les banques africaines, dont la vôtre. C'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet que les banques africaines ont regardé de loin, alors que c'est leur marché naturel. Et aujourd'hui, c'est un sujet que nous avons regardé parce que nous pensons qu'avec l'offre digitale, de manière résolue, on peut adresser le problème. Et adresser le problème, c'est permettre aux diasporas, et je reviendrai après sur ce point, de pouvoir envoyer de l'argent à leur famille et surtout de pouvoir aussi ouvrir des comptes qui leur permettent de faire de l'épargne. Il ne s'agit pas seulement de penser au sujet du transfert, il s'agit aussi de réfléchir à la question de l'épargne, qui est extrêmement importante pour le sujet des diasporas. Les banques africaines s'intéressent à ça maintenant depuis une dizaine d'années. Nous nous intéressons à ça et nous avons créé une offre qui est une offre purement digitale. Avec cette offre, ce que nous avons essayé de faire, c'est de donner le choix aux clients en disant, vous avez envie d'envoyer de l'argent à votre famille. Si vous avez envie que cet argent arrive de manière immédiate, ça va vous coûter X%. Si vous voulez que ça arrive dans un jour, ça va vous coûter Y%. Si vous voulez que ça arrive dans 3 jours, ça va vous coûter encore moins cher. Okay? En offrant ce choix-là, on répond à une multitude de besoins. On répond aux besoins urgents, des funérailles à financer, j'ai besoin d'avoir de l'argent immédiatement, et on répond aux besoins de l'épargne.
Je veux envoyer de l'argent, mais je ne suis pas pressé pour que cet argent soit délivré. Je pense qu'au-delà du sujet des diasporas, et si on le creuse un peu plus, la prochaine frontière pour nous tous, ce sont les diasporas africaines. On parle beaucoup de la diaspora qui est à l'étranger, à l'extérieur du continent. Je pense qu'il faut que nous nous concentrions sur la diaspora intérieure, qui en réalité est beaucoup plus importante que la diaspora qui est à l'extérieur. Okay? Donc pour moi, il y a de vrais sujets. C'est pour ça qu'un des services, par exemple, qu'on a, qui est le service dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est Express Cash, c'est de permettre à nos clients, basés à Dakar, je veux envoyer de l'argent à mon cousin qui est à Abidjan, je n'ai pas besoin d'aller sur une tablette pour le faire. J'ai mon téléphone, je génère un code, mon cousin qui est à Abidjan va dans n'importe quel guichet automatique bancaire de EcoBank et retire cet argent sans carte et sans qu'il soit client de la banque. Donc ce sont ce genre d'idées qu'on essaie de développer. Et sur l'épargne, il faut créer absolument des produits d'investissement qui permettent aux diasporas de pouvoir épargner sur le futur. Quand on parle des diasporas, c'est vrai qu'on ne songe pas toujours à cette diaspora intérieure qui est numériquement plus importante que la diaspora hors du continent africain. Mais le vrai sujet ici, c'est que les entreprises qui font du transfert d'argent sec, c'est-à-dire vous avez besoin d'envoyer 200 €, vous les envoyez, ils sont récupérés immédiatement, vous payez les frais pour, on s'arrête là. Ces entreprises-là ont tellement prospéré aujourd'hui que la diaspora est perçue à peu près comme ne pouvant faire que des envois immédiats sans capacité de participer au développement du continent, soit par l'épargne, soit par les investissements immobiliers ou d'autres formes. Comment est-ce que vous pouvez inciter cette diaspora à aller au-delà de ce qu'elle fait jusqu'à présent? Il faut changer le paradigme de la diaspora égale transfert. Il faut changer cela. Et une des choses que nous avons essayé de faire, c'est sur le sujet des ouvertures de comptes. Comment on peut permettre à quelqu'un de la diaspora, qui n'est pas basé dans son pays, d'ouvrir un compte à EcoBank? Il n'a pas besoin de se déplacer, les formulaires sont en ligne, mais il peut être à Kinshasa et ouvrir un compte à Abidjan. Et ça, pour nous, c'est le point important. On a créé un compte qui s'appelle le compte diaspora, qui permet à la diaspora de pouvoir ouvrir des comptes même s'ils ne sont pas résidents. Et c'est en faisant cela qu'on constitue un début d'épargne, c'est en faisant cela qu'on commence à faire un investissement pour le futur. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire pour le futur. Le futur, c'est d'arrêter de réfléchir uniquement à diaspora égale transfert, qui est pour moi l'ancien monde, et de regarder un peu plus le nouveau monde, qui est diaspora égale investissement. Mais pour ça, il faudrait qu'on ait la capacité d'ouvrir les comptes non seulement en monnaie locale, mais également dans la devise initiale. Ce qui n'est pas toujours le cas dans la plupart des pays aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des comptes dans la devise initiale? Quand on crée une dévaluation, ça peut arriver. C'est vrai, c'est un risque. Oui. C'est un risque avec lequel tous les pays du monde vivent. Et si on est conscient que la monnaie est quelque chose qui est fluctuant, sur lequel aucun d'entre nous n'a un contrôle, c'est un risque avec lequel il faut vivre. Et donc, une fois qu'on a parlé de cette diaspora de l'extérieur, parlons maintenant de l'intégration en elle-même. Une fois qu'elle a choisi d'ouvrir son compte sur le continent, qu'elle veut participer, par exemple, en achetant une maison à crédit, vous l'accompagnez? De quelle manière? Oui, c'est le cœur de notre métier. Le cœur du métier de la banque, c'est d'offrir des crédits à ses clients. Donc, à partir du moment où on a une ouverture de compte qui est faite par un membre de la diaspora, la prochaine étape, c'est de pouvoir accompagner à partir des flux que nous recevons sur ce compte, de lui dire, nous recevons X montant de flux, nous pouvons vous donner Y montant de crédit sur la base des flux que nous recevons. Donc, je pense que c'est le voyage normal de la diaspora, c'est transfert, ouverture de compte et crédit. Et je pense que c'est dans ce voyage que nous sommes actuellement. Et vous pensez que les États sont dans les mêmes dispositions, eux aussi, pour accompagner, parce qu'on parle beaucoup d'aide publique au développement, mais pour ça, les États font d'énormes efforts pour plaire aux investisseurs, pour qu'il y ait de l'investissement direct étranger. Mais est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour que l'épargne de la diaspora soit une priorité, soit un axe pour acquérir des financements, pour acquérir des devises au sein de nos États? Je crois que oui. Je crois que les États ont fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Je pense qu'en réalité, le sujet sur l'aide publique au développement, c'est un sujet des années 80 et 90. Je pense qu'aujourd'hui, les États africains ont compris que leur salut n'est plus dans l'aide publique au développement.
En réalité, leur salut est dans l'accès au marché financier. C'est grâce à cet accès au marché financier, domestique ou étranger, qu'ils savent qu'ils peuvent construire leur développement. Donc, sur cette base-là, ils savent très bien qu'un des pools d'épargne domestique ou extérieure, c'est la diaspora. Mais au-delà de savoir, est-ce qu'ils se donnent les moyens Oui. de canaliser cela Et je vais vous et donner de le 2 exemples. fructifier? Je vais vous donner 2 exemples. Oui. Le premier exemple, ce sont les obligations diaspora qu'on a vu se développer en Afrique. Et ça existe. Un pays comme l'Éthiopie a créé des obligations diaspora, où ce sont des obligations uniquement ouvertes à la diaspora qui veut investir dans l'économie locale. Ça, c'est un développement qui n'existait pas il y a 10 ans. La deuxième chose, lorsque certains États africains aujourd'hui font ce qu'on appelle des eurobonds, ils dédient une partie de ces eurobonds-là à leur diaspora, pour que la diaspora puisse participer à l'effort de financement du pays. Donc je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des États africains. Je pense que c'est pour cette raison d'ailleurs que si vous voyez bien, la majorité des États africains au niveau des ministères des Affaires étrangères maintenant, il y a des directions qui sont dédiées à la diaspora parce que les États africains ont compris qu'il y avait une manne financière. Et donc finalement, la question des migrants, qui aujourd'hui représente un abcès de fixation dans les relations entre l'Afrique et l'Europe, pourrait être résolue via ce biais ou pas? C'est un sujet qui est difficile parce que c'est un sujet pour moi personnellement qui me touche, le sujet des migrants. Et j'ai eu l'occasion de travailler dessus, de regarder personnellement des choses dessus. Et c'est un sujet qui me touche personnellement parce qu'en réalité, je n'ai pas l'impression que c'est un sujet qui est purement économique. Je pense que c'est un sujet qui reflète plusieurs facettes. Il y a une facette économique, il y a une facette sociale, oui. Il y a une facette aussi culturelle, qui est cette impression que notre avenir ne peut pas être en Afrique et que notre avenir ne peut être qu'ailleurs. Et ça, ce n'est pas des sujets, à mon avis, qu'on va traiter de manière simple, c'est vraiment des sujets profonds. Il faut le traiter, non pas en tant que banquier, mais il faut vraiment réfléchir globalement dessus. Mais il faut qu'on règle le problème définitivement des migrants qui meurent. Je pense qu'il faut qu'on apporte une réponse économique, il faut qu'on apporte une réponse sociale et qu'il faut qu'on apporte aussi une réponse culturelle. Je vais vous suivre dans le raisonnement à plusieurs niveaux, à commencer déjà par le stade africain lui-même, de la solution à la question des migrants. Oui. Est-ce que les migrants qui partent en ayant épargné souvent des montants très importants qu'ils utilisent pour payer leurs passeurs, est-ce que s'ils n'ont pas suffisamment confiance dans leur économie pour le faire, ce n'est pas aussi la faute à la fois aux législations et aux banquiers qui ne leur offrent pas des possibilités, des fenêtres d'espoir suffisamment grandes pour qu'ils épargnent en vue de se réaliser dans leur propre pays? C'est notre échec collectif. Et c'est pour ça que je considère que c'est un sujet d'ordre culturel. C'est notre échec collectif que des Africains, nos cousins, nos cousines, se disent que malgré les opportunités que l'Afrique offre, que ces mêmes Africains pensent que leur futur ne peut pas être dans le continent. C'est un échec collectif. Et il faut qu'on ait ce diagnostic parce que sinon, si on pense que c'est l'échec uniquement des États ou du secteur privé ou des dirigeants versus les non-dirigeants, je pense qu'on se trompe sur le sujet. Et c'est pour ça que, pour moi, une des convictions les plus fortes que j'ai, c'est le sujet du panafricanisme. En réalité, l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'on a une cinquantaine de pays pris individuellement, n'ont aucun avenir. En revanche, l'Afrique, avec 1 milliard de personnes intégrées avec une zone de libre-échange, c'est le futur. À cette zone de libre-échange, il faut ajouter aussi la liberté de circulation. Si on arrive à faire cela... Et d'installation. Et d'installation. Vous avez raison, et d'installation. Si on arrive à faire cela, si on arrive à créer cela, je pense qu'on résoudra le problème culturel dont j'ai parlé. Et qui est un problème profond, mais qui est un échec collectif. Oui. Et une fois qu'ils sont partis, parce qu'on l'a vu aux États-Unis avec la crise des subprimes, la manière dont des pays voisins des États-Unis, comme le Mexique et l'Afrique dans sa partie méditerranéenne, est un voisin immédiat de l'Europe. On a vu quel impact cela avait eu sur l'économie du Mexique et des pays d'Amérique latine. Est-ce qu'on peut aujourd'hui estimer que cette crise
oblige en quelque sorte les pays africains et l'Europe à revoir le paradigme de leurs relations, pas seulement sous le prisme des accords de partenariat économique, mais également sous un prisme beaucoup plus pragmatique où on parle d'échanges gagnants-gagnants entre chacun des continents. Je pense que oui. Il y a quelqu'un qui a dit que la mondialisation était morte avec la crise de la Covid. Je ne le crois pas. Okay? Je pense que c'est une réflexion qui est un peu trop posée. Mais en réalité, ce que la crise a créé, c'est d'inciter de plus en plus les pays à réfléchir local et régional, de plus en plus. Et je pense que c'est en cela que la question de l'intégration va revenir vraiment sur la table. Et il nous faut régler ce problème de l'intégration. Et il nous faut y croire. Et chaque fois, j'aime donner cet exemple-là. L'Empire du Mali, il y a plusieurs siècles, avait une organisation, État, armée, secteur public, fiscalité, qui était l'une des plus avancées du monde. Et c'était ici en Afrique. Ils y ont réussi parce que ce n'était pas uniquement l'Empire du Mali, comme on le connaît aujourd'hui, le pays Mali, mais c'était un empire intégré sur plusieurs pays. Tant que nous n'aurons pas compris que notre force, c'est dans cette union, nous allons continuer à perdre. Okay? Donc, travaillons ensemble pour vraiment réaliser cette intégration. Et puisque vous parlez d'intégration et de panafricanisme, la diaspora, c'est également la diaspora de longue date, celle qui est par exemple dans les Caraïbes aujourd'hui. Ouais. Or, j'ai l'impression que les banques africaines, la vôtre comprise, ne vont pas vers ces diasporas-là. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui pourrait être envisagé en termes de relations entre l'Afrique avec ces diasporas, qu'il s'agisse de la Jamaïque, de Haïti ou des Antilles françaises? Est-ce que c'est quelque chose aujourd'hui qui pourrait représenter un axe pour votre banque, pour les banques africaines de façon générale? Oui, définitivement, ça peut représenter un axe de développement, mais il faut aussi faire face à certaines réalités que j'ai envie d'appeler des réalités géopolitiques. En réalité, qu'est-ce qu'on regarde? L'espace géopolitique africain naturel reste uniquement l'Afrique et ce qui l'entoure. Les Antilles restent quand même dans un espace géopolitique qui est un espace géopolitique proche de l'Amérique du Nord. Donc j'ai l'impression que notre salut d'abord, c'est de régler notre problème au niveau du continent, nous renforcer, et par la suite développer ces liens-là dans un second temps avec nos frères des Antilles, pour essayer de créer ce genre de canaux, que ce soit des canaux d'investissement, des canaux de connaissances culturelles, des canaux de voyage, qui permettent à ces deux espaces. Mais je pense que notre priorité d'avant tout, c'est notre panafricanisme qu'on doit absolument réussir. Et puisque nous parlons de panafricanisme, c'est le thème de la dernière partie de l'entretien. Merci encore d'être là. Et dans quelques instants, on se retrouve pour la toute dernière partie consacrée à l'intégration africaine. Merci beaucoup, Louis. À tout de suite. L'intégration économique est considérée comme un processus efficace de développement. En Afrique, hormis les regroupements régionaux existants, le désir de créer une communauté économique est toujours entretenu après la mort de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Mais lorsqu'on revient sur le chemin qui a été fait par l'ensemble du continent, il y a plus des questions endogènes qui aujourd'hui sont pour moi les vrais goulots d'étranglement. C'est-à-dire la question de la souveraineté nationale et donc économique qui reste une priorité pour chacune des nations africaines. Donc chaque pays a tendance pour la plupart du temps à se camper sur ses forces internes, à les protéger et à dire donc, plutôt que d'aller tout de suite vers un marché commercial commun au niveau continental, que l'on puisse d'abord être fort au niveau interne et peut-être pouvoir mieux s'imposer au niveau continental. Donc les forces sont d'abord pour moi internes et ce sont ces forces-là qui empêchent tout ce dont on a besoin, tout ce qu'il faut en réalité pour pouvoir s'unir. L'Afrique a un problème d'unicité déjà entre ses dirigeants. Déjà, quand on prend les États où il n'y a pas entente, il y a les tentatives de coup d'État, les guerres ethniques, il y a aussi l'absence d'une monnaie forte, il y a également l'absence, ou je dirais quand même, la circulation des personnes et des biens qui pose également problème l'un mis dans l'autre. Aujourd'hui, le constat est clair sur le terrain que cette intégration n'est pas encore ce que ça doit être, le résultat que l'on doit escompter. En face de ce rêve cher aux États,
il semble y avoir un malaise profond quant à la réalisation des objectifs d'une réelle intégration économique africaine. La politique, surtout, on parle de la révision des constitutions passives, on parle des guerres, on parle des mésententes, on parle de soulèvements populaires et autres, qui font que l'Afrique n'est pas encore prête à vraiment intégrer économiquement les grandes puissances en termes. Et l'autre chose qu'il faut voir également, c'est que si nous prenons toujours la politique, nous n'avons pas encore en Afrique cette volonté d'émerger en termes des entreprises, même commençant par les micro-entreprises, commençant par les petites et moyennes entreprises, où déjà la politique fait que pour ces pays qui sont purement fiscaux, les États n'arrivent pas à trouver ce qu'il faut réellement pour permettre à ces jeunes qui ont la volonté d'entreprendre, à ces jeunes qui ont la volonté d'émerger, d'aller plus loin pour que nous puissions avoir une économie prospère. Une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens, sera une force pour le continent, mais l'échéance de la concrétisation de cet objectif reste une énigme. L'invité de cette édition de e-Talk est M. Paul-Harry Etnard, directeur général de Ecobank Côte d'Ivoire et directeur régional exécutif pour la zone UEMOA. Nous avons déjà abordé plusieurs aspects, le soutien à la fois aux économies nationales, les transferts de fonds des diasporas, et nous allons parler dans cette troisième partie des questions d'intégration régionale sur le continent africain. Vous le savez, il y a cette zone de libre-échange continentale africaine qui a été lancée et qui représente un grand espoir sur le chemin de l'intégration. Pour vous, est-ce que c'est une initiative aujourd'hui qui peut changer la donne en termes d'intégration sur le continent? Oui, définitivement. Et si on regarde plusieurs étages dans l'analyse, on a l'impression qu'on a vu juste sur tous les étages. Le premier étage, c'est l'étage économique, où évidemment, avoir accès à un marché de 1 milliard de consommateurs est toujours plus intéressant que d'avoir accès à un marché de 5 millions de consommateurs. Donc, on répond clairement, à mon avis, à un sujet qui est un sujet de la demande, où on pourra créer des entreprises qui vont permettre d'avoir accès à une demande beaucoup plus importante. Le deuxième étage, c'est l'étage de l'investissement. Si jamais on réussit cette ZLECA, ce qui va arriver, c'est que dans cette zone de libre-échange, vous allez pouvoir être capable d'investir, même si vous êtes au Nigeria, à travers des capitaux que vous pouvez exporter au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo. Et ça, on sait que c'est un besoin majeur que nos économies africaines ont. On a aujourd'hui des fonds de pension qui ont des milliards de dollars dans certains pays, mais ces milliards de dollars ne sont déployés qu'à l'intérieur de ces pays. Si on ouvre les frontières... Vous parlez de pays africains qui ont des des fonds africains, bien sûr. L'Afrique du Sud, le Nigeria, qui ont des fonds de pension extrêmement importants, mais qui sont investis en majorité sur le marché domestique. On estime que si jamais le Nigeria et l'Afrique du Sud avaient des environnements réglementaires qui leur permettaient de déployer ne serait-ce que 25% des fonds de pension dans ces pays, ce serait un afflux de 30 milliards par an pour les économies africaines. Donc voici des réalités, que ce soit sur l'étage économique, l'étage de l'investissement, les échanges commerciaux, sur tous ces étages, la zone de libre-échange est une réponse formidable. Donc vous pensez que là où le panafricanisme en tant qu'idéologie politique a presque échoué, le pragmatisme économique peut l'emporter? Lui, j'ai l'impression que vous lisez dans mon esprit. Je vous explique. J'ai toujours été un partisan de l'idée que le panafricanisme ne va réussir que si nous réussissons le stade économique. C'est une conviction. Oui. Et Ecobank est le meilleur exemple de cette idée. Meilleur exemple. Pour se créer, Ecobank n'a pas attendu qu'il y ait une union politique des 33 pays dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui. On n'a pas attendu. Ce qu'on a fait, c'est que le secteur privé s'est réuni pour dire « Nous sommes Africains, nous voulons développer une banque qui appartient à des Africains. » Cette banque, on va la créer dans un pays qui s'appelle le Togo, avec 5 millions d'habitants, et on va tout faire pour avoir 100 millions de clients en Afrique. C'est ça l'idée. Et donc, si on réussit plusieurs écobanques, et on espère qu'il y en aura d'autres, on pourra
mettre une réalité sur le panafricanisme économique. Et les gens pourront comprendre que, tiens, quand je réfléchis à créer un produit, je ne crée pas mon produit pour la ville de Kinshasa, je crée mon produit pour l'Afrique. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et donc, vous pensez qu'aujourd'hui, les Africains sont suffisamment mûrs, malgré tous les problèmes que l'on retrouve sur le plan ethnique, sur le plan religieux par moments aussi, qui font que les gens se referment sur des identités limitatrices. Vous pensez qu'ils sont prêts à s'ouvrir économiquement pour réaliser ce qu'ils n'envisagent même pas aujourd'hui, à la fois sur le plan administratif et politique? Oui, je le crois, parce que si vous regardez la trajectoire historique de l'Afrique n'est pas constituée de peuples qui sont sédentaires. L'Afrique, en grande majorité, si vous regardez la trajectoire historique, ce sont des peuples nomades. Et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des peuples qui sont sur plusieurs pays en Afrique. Donc si on se met dans cette trajectoire historique, je suis de ceux qui pensent que les gens ne sont pas limités uniquement par le territoire dans lequel ils vivent. En réalité, les gens veulent se mouvoir. Les gens veulent trouver des opportunités. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le sujet de la zone de libre-échange. Il faut aussi qu'on se batte pour qu'il y ait la libre circulation des personnes. C'est essentiel. Il faut se battre pour avoir un passeport africain. Mais au-delà de ça, certains pays ont exprimé leur réticence, notamment pour la ratification, parce qu'une fois qu'ils ont signé, il faut que ce soit ratifié et adopté dans les différentes assemblées nationales. Certains pays ont émis des réserves par rapport au fait que s'ils ouvraient leur marché à des pays qui sont déjà très ouverts à d'autres marchés, cela représenterait presque un dumping qui s'exercerait chez eux. Ils ne pourraient plus protéger leurs propres économies nationales. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un argument aujourd'hui qu'il faudrait également travailler en vue de convaincre certains États qui ne sont pas tout à fait poreux à cette idée de panafricanisme et de zone de libre-échange? Oui, Louis, c'est un sujet difficile. Ne sous-estimons pas la difficulté du problème que nous essayons de résoudre. C'est un sujet extrêmement difficile. Parce qu'il y a des pays qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Okay? Exemple, le Nigeria, avec ses 200 millions d'habitants, pense qu'il se suffit à lui-même. Okay? Donc, aller chercher des Nigérians pour bâtir une initiative panafricaine, c'est pour eux un changement de paradigme profond. Mais la vraie question, est-ce qu'il y a une raison justifiée qui milite pour que nous ne le fassions pas? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune raison. La peur d'avoir un cheval de Troie. C'est-à-dire que je suis le Nigeria, le Togo ou la Côte d'Ivoire signent des accords avec l'Union européenne, je suis directement impacté. C'est un cheval de Troie qui viendra mettre mon économie par terre. Est-ce que le Nigeria est plus riche avec la CEDEAO? Est-ce que le Togo est plus riche avec la CEDEAO? La réponse à ces deux questions est oui. Qu'on parte d'un petit pays qui veut avoir accès à un ensemble plus grand, ou qu'on parte d'un grand pays qui a déjà accès à un marché intérieur. Les deux ont intérêt à avoir un marché beaucoup plus grand. Mais il faut une protection collective également par rapport à des marchés extérieurs qui pourraient venir fragiliser et le grand pays, et le petit, voire, et le petit ainsi que le grand. Oui, c'est pour ça que quand on parle de zone de libre-échange, ça ne veut pas dire qu'il faut militer pour un libéralisme pur et dur. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Ce n'est pas parce qu'on aura la zone de libre-échange qu'il n'y aura pas des entreprises locales. Ce n'est pas parce qu'on a la zone de libre-échange qu'on n'aura pas des secteurs nationaux protégés. Ce n'est pas parce qu'on a la zone de libre-échange qu'on ne va pas développer certains secteurs avec du contenu local. Il n'y a rien d'antinomique entre ces deux choses. Je pense qu'on peut tout à fait avoir des entreprises sur des marchés locaux avec des chaînes intégrées locales, mais en même temps avoir à côté de ces mêmes entreprises des secteurs qui sont plutôt des secteurs qui exportent. Les deux sont possibles. Et comment est-ce qu'on conjugue les deux, justement? En créant des entreprises qui sont des champions locaux, des champions régionaux et des champions panafricains.
Et dans le monde entier, c'est comme ça qu'on le fait. Il ne faut pas qu'on pense non plus qu'on est en train de créer quelque chose qui soit de l'ordre de l'impossible. Quand vous allez dans un pays comme l'Allemagne, vous avez des PME allemandes très fortes sur le plan local, protégées par des lois et par des niches fiscales. Et en même temps, vous avez de grosses marques automobiles dont le travail et surtout l'exportation vers d'autres marchés. Les deux peuvent se conjuguer. Et aujourd'hui, à supposer, en faisant de la fiction, à supposer que l'Afrique atteigne une taille critique qui lui permette de rivaliser avec les grandes économies, qu'il s'agisse des économies des pays des BRICS ou des économies des pays dits développés, le risque pour l'Afrique, sera probablement de dire comment est-ce que je fais pour assurer des barrières douanières ou un échange au sein de l'OMC où je ne suis pas à la merci des grandes puissances qui m'imposeraient des choix qui ne sont pas les miens. J'ai l'impression que le problème ne se pose pas en ces termes pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Parce que un des avantages de l'Afrique, c'est le fait que nos consommateurs, notre population est jeune. Okay? Et qui dit jeune dit surtout consommation. Et qui dit consommation, c'est de voir si les capacités de production locales sont capables de répondre à ce besoin. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Donc, que nous le veuillons ou non, nous avons besoin aujourd'hui de continuer à importer. Okay? Et il faut arriver à créer, à mon avis, un environnement où les deux vivent ensemble. La production locale qui continue de se développer, et c'est pourquoi moi je milite beaucoup, je crois à cette idée de contenu local et de production locale, et en même temps, donner accès à ce marché magnifique de 400 à 500 millions de jeunes que tous les pays essaient de percer. Donc je pense que les deux peuvent vivre en même temps. Et dans tout cela, il y a la question aujourd'hui de la souveraineté pour les pays africains qui se pose. Ouais. Est-ce qu'elle doit être une souveraineté nationale basée sur une monnaie commune? Est-ce qu'elle doit être basée sur une monnaie unique? Je pense que c'est le débat qui a cours aujourd'hui au sein de votre zone, celle de l'UEMOA. Quelle est la vraie porte de sortie aujourd'hui? La bonne? J'ai une vue j'ai un avis qui a évolué sur ce sujet. Si je pars de mon postulat que l'avenir de l'Afrique est dans le panafricanisme, évidemment, pour moi, les sujets de souveraineté nationale doivent être des sujets secondaires. Okay? Ça doit être des sujets secondaires. Je pense que ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de créer des États et des économies qui puissent permettre de répondre aux besoins de leur population. Et répondre à ces besoins ne peut pas se faire uniquement en se recentrant sur nous-mêmes. Ça doit se faire, à mon avis, en s'ouvrant. Tous les pays qui se sont ouverts sont devenus plus riches. Tous les pays. Il n'y a aucun pays dans ce monde, dans la trajectoire historique du monde, vous ne verrez pas de pays qui, parce qu'il s'est ouvert, qui est devenu plus pauvre. Ça n'existe pas. Cela dit, quand vous prenez les banques qui financent le développement en Europe, les grandes institutions, les institutions de Bretton Woods sont marginales par rapport à cela. On a une banque centrale européenne, on a d'autres banques qui s'occupent du financement de développement, ce qu'on ne retrouve pas toujours sur le continent africain ou qu'on retrouve plutôt de manière marginale sur le continent. Comment est-ce que les banques nationales, qu'il s'agisse de banques centrales pour les différents pays ou d'une banque comme la Banque africaine de développement, peuvent prendre toute leur place dans la construction à la fois du projet de développement du continent, mais surtout dans son financement? Je pense qu'on est un peu dur avec les banques africaines sur ce sujet. Ou alors qu'elles ne sont pas très audibles, surtout. Ou alors que c'est mal articulé. Oui. Okay. C'est possible. Commençons par les banques centrales. Les banques centrales africaines ont joué un rôle extraordinaire dans la réponse à la crise de la Covid que nous venons d'avoir. Extraordinaire. Okay. Elles ont répondu en apportant de la liquidité, elles n'ont pas eu besoin d'aller demander de l'argent à l'extérieur, elles ont mis en place des mécanismes qui ont fonctionné. Toutes les banques centrales africaines. Donc les banques centrales africaines sont capables de jouer leur rôle. Les banques de développement sont capables aussi de jouer leur rôle. On prend une banque comme la BAD. La BAD aujourd'hui, avec ses programmes qu'elle a créés pour lutter contre la crise,
est certainement une des dernières institutions qui peut avoir un impact majeur sur le sujet de l'industrialisation et des infrastructures. Okay? Un des seuls acteurs africains. Donc, il faut plutôt dire bravo à l'existence de la BAD plutôt que de dire non, ce n'est pas bon. Le sens de ma question n'était pas de dire que la BAD ne fait pas son travail, c'était de dire qu'aujourd'hui, la publicité qui est faite sur le financement du développement donne l'impression que le FMI, la Banque mondiale et toutes ces institutions internationales financent mieux le développement de l'Afrique que l'Afrique elle-même. En réalité, c'est faux. Quelle que soit l'économie que vous prenez en Afrique, vous verrez bien que les principales sources aujourd'hui de financement de cette économie sont avant tout les banques locales, les diasporas, avant l'aide publique au développement, bilatérale ou multilatérale par le FMI. Okay. Aujourd'hui, ça représente probablement entre 15 et 20%. Évidemment, il y a des programmes d'appui budgétaire, évidemment, il y a un besoin de liquidité à certains moments. Mais aujourd'hui, le développement de l'Afrique passe avant tout par le secteur privé. Et on n'est plus obligé de compter sur l'aide publique au développement pour avoir ce développement. Merci beaucoup, M. Paul Harry Etnard. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ecobank Côte d'Ivoire et que vous êtes aussi le directeur régional exécutif pour la zone UEMOA de cette banque. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, lui. Et merci à vous de nous avoir regardés. À très bientôt.